Moi, j'ai cherché ça, je n'ai pas trouvé. J'ai dit, bon, tant pis, je vais sortir comme ça. Dès que j'ai ouvert la porte, il y avait une file et c'était des femmes qui étaient là. J'ai refermé. François, tu vas faire ça là comment? Bon, j'ai regardé, comme l'intérieur c'était blanc, j'ai commencé à toucher tout ce qui n'était pas blanc. Et à un moment, j'ai entendu, j'ai dit, hé, François a gâté l'avion. Oh, François a gâté l'avion. Mais comme personne n'a parlé et l'avion ne bougeait pas, j'ai vu que j'avais réussi. Je suis sorti, je suis allé m'asseoir, j'ai mangé le repas qu'on m'a donné. On est arrivé à Alger, on est monté dans un autre avion, on est arrivé à Marseille. Et quand on est sorti de l'aéroport en face comme ça à Marseille, ce qui m'a impressionné, c'était la quantité de voitures qu'il y avait devant. Des voitures de toutes les couleurs, des voitures de toutes les formes, des voitures de toutes les tailles. Je me retourne, je regarde à l'intérieur de l'aéroport, les gens qu'il y a, c'est même pas la moitié des voitures qui sont dehors. Mais c'est ça les France au revoir là. Donc j'ai commencé à regarder, à mon retour, quelle voiture je vais choisir. Moi, je pensais que les voitures étaient abandonnées comme ça, on se servait. C'est là où on est venu me dire, non, 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 hein. Ça là, ça s'appelle parking. On peut laisser sa voiture ici et puis monter dans l'avion, voyager. Et quand tu reviens comme ça, tu trouves ta voiture sur place. Tu dis, Je suis monté dans la voiture des amis qui sont venus me chercher. Ils ont commencé à quitter la ville. J'ai dit, hé, où on va? Nous, on va dans notre village. Il dit, hé, il y a un village aussi en France. Il dit, ouais. Nous, on habite un village qui s'appelle Nage-Solorn. On a tourné, on est arrivé dans le village, mais il faut qu'on se dise la vérité. Hein. Il y a un embarras dedans. Parce que village, qu'ils appellent village là, c'est des grandes villes chez nous ici. Là, tout s'est bien passé. Le lendemain, on m'a amené à Avignon au studio. J'ai enregistré, tout s'est bien passé. On m'a payé, j'ai pris mon argent et je calculais comment j'allais revenir faire le malin au Burkina Faso. Mais, je ne pouvais pas arriver en France sans aller connaître Paris. Donc j'ai dit à mes amis, je voudrais quand même aller visiter Paris. Seulement, eux, ils devaient aller en Guyane. Et leur avion était exactement à la même heure que le train direct qui pouvait m'amener à Paris. Donc ils m'ont déposé depuis 10 heures à la gare de Montpellier et ils m'ont dit, François, tu vas attendre sur le quai numéro 3. C'est le train de 14h45 qui t'amène directement à Paris. Ils m'ont déposé, j'ai déposé mes bagages, je me suis assis. À 10h, à 10h30, à 11h, je me suis dit, on était déjà passé dans cette gare-là. Et j'avais vu qu'il y avait des boutiques en haut là-bas. Il faut que je change mon sac là. Je ne peux pas retourner avec le même sac que je suis venu du Burkina. J'ai déposé mes bagages pour qu'on sache que ça appartient à quelqu'un. J'ai déposé mon passeport dessus. Pour qu'on sache que c'est quelqu'un qui est en règle, j'ai déposé mon billet d'avion dessus. Je suis monté acheter mon sac. Et là, j'ai vu des sandwichs à 5 €. Quart de sandwichs à 5 €, alors que pour eux du lasso, miche de sandwich, ça fait 300 francs CFA. 5 €, j'ai calculé, c'est plus que 3000 francs. J'ai dit donc, le goût de ces sandwichs-là doit être exceptionnel. J'ai donc décidé d'acheter ces sandwichs-là pour goûter et venir raconter aux gars de Bobo là comment un sandwich de blanc et de noir, c'est différent. J'ai acheté le sac, j'ai acheté le sandwich. Un sandwich de 3000 francs, tu ne peux pas marcher pour manger. Hein. Tu t'assois et tu manges. Je me suis assis, je mangeais mon sandwich et j'ai entendu un communiqué. La personne qui a abandonné son sac sur le quai numéro 3 est priée de venir chercher. Je n'ai même pas pensé une seconde que ça pouvait être moi. Deuxième communiqué. La personne qui a abandonné son sac numéro 3 et son sac sur le quai numéro 3 est priée de venir chercher. Je dis vraiment, les blancs sont bizarres, quoi. Tu abandonnes ton sac
On fait un communiqué pour que tu ailles chercher et tu ne bouges pas. Troisième et dernier communiqué, la personne qui a abandonné son sac sur le quai numéro 3 est priée de venir chercher, sinon on appelle le service de déminage. J'ai dit ça, j'ai vu à la télévision, je n'ai jamais vu en vrai, je vais aller voir pour raconter à vos générations comment ça se passe. C'est là que je descends, je vois un attroupement autour de mon sac. Je crois que quelqu'un a voulu voler mon sac. J'arrive en courant, je vois une ceinture plastique rouge-blanc qui entoure l'endroit où il y a mon sac. J'arrive, je vais passer, le policier m'arrête. Je dis, mais c'est mes bagages. Il dit, mais vous n'avez pas entendu le communiqué? Je dis, oui, mais je ne savais pas que c'était moi. Le policier m'a regardé. Je dis, si, le communiqué disait la personne qui a abandonné son sac. Moi, je n'ai pas abandonné, j'ai déposé. Et là, le policier m'a regardé. Il dit, monsieur, ça va vous coûter 460 €. Et si on enlève ça dans les 600 € que je venais d'avoir, il n'y a plus rien. J'ai commencé à négocier avec le policier comme on fait à Bourg-Glaçon ici. Là, j'ai très vite compris que policier de France, on ne négocie pas. Mais comme d'explication en explication, il a finalement eu le courage de prendre mon passeport. Quand il a vu que c'était le premier visa et que le passeport là-même était tout neuf, il m'a dit, on va appeler voir si le service de déminage n'a pas bougé, c'est ta chance. Il a effectivement appelé, ça n'avait pas bougé, ça a été ma chance. J'ai pu monter dans le train qui m'a amené directement à Paris. On m'avait dit, si tu arrives à Paris, il faut chercher la grosse lettre M. M comme métro, c'est-à-dire c'est des bus-trains qui roulent dans le sol. Bon, j'ai réfléchi un peu. Je suis arrivé, j'ai trouvé la lettre M, je suis rentré, j'ai pris le premier métro. On m'avait dit, tu descends à Saint-Denis. Mais dès que le premier arrêt, le métro s'est arrêté, dès qu'on a ouvert la porte, les gens ont commencé à courir. C'était le moment où il y a eu les attentats à Paris. Là. Moi, je n'ai pas demandé mon reste, j'ai ramassé mes bagages, j'ai commencé à courir derrière les gens. Ils sont rentrés dans un deuxième sous-sol. Un autre métro est venu s'arrêter. Dès qu'on a ouvert la porte, les gens sont descendus, ils se sont mis à courir. Je me suis mis à courir derrière eux. Ils sont descendus au troisième sous-sol. Avant de comprendre que les gens couraient pour rattraper leur correspondance, j'étais perdu dans le sous-sol, dans le métro de Paris. Alors, j'ai cherché la sortie. Mais à Bourg-Glaçon, tu ne peux pas demander un renseignement à quelqu'un sans saluer la personne. Bonjour madame, oui bonjour, ça va bien? Oui ça va. Et votre mari, ça va. Et les enfants, ça va. Et le travail, ça va. Tout le monde va bien, oui. Et s'il vous plaît, c'est où la sortie? C'est comme ça que ça s'est fait avec vous. Et comme c'est ce que je connaissais, j'ai dit qu'il faut que tu salues bien pour que les gens là te renseignent. J'ai choisi un monsieur, j'ai dit bonjour monsieur. Il m'a regardé, j'ai dit ça va? Il m'a contourné comme un rond-point et puis il est parti. Alors j'ai laissé les messieurs, j'ai décidé de demander à une femme. Et là, pour qu'on soit familier, j'ai fait 2 fois. J'ai dit bonjour madame et la famille. Elle a commencé à reculer. Elle reculait, moi j'avançais vers elle. Elle s'est retournée, elle a commencé à courir. Moi je crois qu'il y a un danger derrière moi. Je me mets à courir derrière elle. Avant de comprendre que c'est moi qu'elle fuit, j'étais perdu encore plus. Et je me suis dit, tu as demandé à des blancs, ils ne t'ont pas renseigné, il faut chercher un noir. Le premier noir que je rencontre, il avait toujours son sac de voyage, mais j'ai compris que lui aussi, il était il était perdu dans les trous du métro. Il a cherché la sortie, même son sac a été déchiré. Les chaussures que tu imaginais jolies avant commençaient à sourire. Les pantalons étaient déchirés. Il dit, oh François, il faut chercher la sortie, hein? Sinon c'est comme ça que tu vas devenir. Alors j'ai continué à chercher. Et là où je me suis découragé complètement, c'est quand je suis tombé sur un blanc qui n'avait pas trouvé la sortie du métro aussi. Parce qu'il avait toujours son sac de voyage qui était déchiré. Lui aussi portait des jolis pantalons d'antan qui sont déchirés. Et j'ai dit, c'est foutu pour toi, François. Bon, c'est maintenant que je sais qu'on les appelle clochards. Hein. En ce temps-là, je ne savais pas. Je suis resté là. Je
Je dis, donc moi aussi, je vais me mettre dans les trous du métro comme ça, quoi. J'ai eu très très peur. Alors j'ai cherché un coin tranquille. Je suis allé m'asseoir. Et j'ai pris mon ngoni. Et j'ai commencé à jouer mon ngoni doucement. Et j'ai joué le ngoni. Et l'histoire qui est venue en tête, qui m'est venue en tête, c'est l'histoire que voici. C'est l'histoire d'un jeune homme qui était particulier. Depuis tout petit, il n'était pas rare de le voir à quatre pattes en train de suivre une fourmi et de parler à la fourmi. Vraiment, je crois que ce n'est pas normal. Dieu ne peut pas faire l'éléphant énorme comme ça, et toi la fourmi, petite comme ça, qu'est-ce que tu as fait à Dieu? C'était pas rare de le voir parler aux arbres. Est-ce que l'arbre, tu trouves que c'est normal que les racines soient en bas et que les feuilles soient en haut? Voilà, ce jeune homme avait eu 18 ans. Vous aurez pu croire qu'il avait arrêté de se poser ces questions. Non, non, non. C'est juste les questions qui avaient changé de centre d'intérêt. Pourquoi lui, il est le premier fils? D'ailleurs, pourquoi son père a épousé sa mère et pas la voisine? Pourquoi lui-même, il n'est pas une fille? Voilà, il se posait des questions comme ça à longueur de journée. Et un jour, son père est allé le trouver et lui a dit, mon fils, il est temps que tu prennes une femme. Ce n'était pas un problème, puisque dans le village, il y avait une jeune fille dont il était fou amoureux. Et elle aussi, elle était folle amoureuse de lui. Seulement, il a dit à son père, je me pose tellement de questions que je ne sais pas si je serai un bon mari. Je demande donc ta bénédiction, mon père, pour aller en aventure, trouver quelques réponses aux questions que je me pose avant de revenir me marier. Son père a trouvé que c'était une bonne idée. Son père lui a donné sa bénédiction. Il allait trouver sa mère, il a demandé la bénédiction à la maman. La bénédiction, la maman de la maman, il l'a eu. Il a commencé à marcher, on dit qu'il a marché longtemps. Et en chemin, il a rencontré une vieille femme qui portait une lourde charge. Comme c'était un enfant poli et bien élevé, il a aidé la vieille femme à porter sa charge jusqu'à sa maison. La vieille femme l'a reçu, elle lui a donné l'hospitalité, elle lui a donné à manger et à boire. Quand il a eu fini de boire et de manger, c'est alors que la vieille femme lui a demandé où est-ce qu'il allait. Là, il a commencé à débiter ses questions. Il a commencé à débiter. On dit qu'il a tellement parlé qu'il ne s'est même pas rendu compte que la vieille femme s'était endormie. Le lendemain matin, après le petit déjeuner, la vieille femme lui a dit, mon fils, tu te poses tellement de questions, mais moi, je ne saurais répondre à aucune de tes questions-là. Mais de par chez nous ici, il y a un vieux sage dont la réputation dépasse tout. Tu montes la première colline, tu la descends. Tu montes la deuxième colline, tu la descends. Tu contournes la troisième colline, tu regardes sur ta droite, tu verras un grand arbre. Au-dessus de l'arbre, tu verras une cabane. C'est la cabane du vieux sage. Certainement que lui pourra répondre à quelques-unes de tes questions. Le jeune homme est parti. Brou, voilà, il est monté, il est descendu la première colline. Brou, voilà, il est monté, il a descendu la deuxième colline. Il a contourné la troisième, il a regardé à droite, il a vu le grand arbre. Il est monté, il a trouvé la cabane. Il est rentré dans la cabane sans même dire bonjour au vieux sage. Il a commencé à poser ses questions. On dit que c'est seulement au bout de 6 heures de temps que le vieux sage a ouvert son œil et que c'est après 8 heures de temps que le vieux sage lui a fait signe de se taire un peu. Le lendemain matin, le vieux sage lui a dit, mon fils, tu te poses tellement de questions que je ne suis pas sûr si tu es prêt à entendre une seule réponse à tes questions-là. Mais pour le mal que tu t'es donné de venir jusqu'à moi, je vais te dire ce que c'est que l'enfer. L'enfer, tu vois mon fils, c'est comme une grande maison à l'intérieur de laquelle il y a une grande table. Sur cette grande table, il y a les mains du monde entier. Et tout autour de la table, il y a des gens assis. À un moment, le maître de maison apparaît et il tape dans les mains comme pour inviter les gens à manger.
Seulement, dès que les gens touchent la nourriture, leurs bras se mettent à s'allonger d'une manière tellement démesurée qu'ils ne peuvent pas mettre la nourriture dans leur bouche. C'est ça l'enfer, mon fils. Avoir tout à portée de la main et ne pas pouvoir en jouir. L'histoire dit que le jeune homme est resté assis là pendant toute la nuit. L'histoire dit que le lendemain matin, il a salué le vieux sage et il lui a demandé la permission de se retirer. L'histoire dit encore que quand il a été au pied de l'arbre, il pouvait dire exactement combien de marches séparaient de l'endroit où il était à l'entrée de la cabane du vieux sage. L'histoire dit qu'en regardant seulement l'arbre, il pouvait dire quel était l'âge et l'année de naissance de cet arbre-là. L'histoire dit que quand il a voulu contourner la troisième colline, il a vu un lac. Et au milieu de ce lac, il y avait un arbre entouré d'eau, mais pourtant cet arbre était tout sec. L'histoire dit qu'il a marché, il est monté sur la deuxième colline. Sur la deuxième colline, il y avait plein de verdure partout et il y avait des feuilles particulièrement grandes. Et sur cette feuille était une menthe religieuse qui donnait naissance à son petit. Et seulement le petit, en naissant, bouffait sa maman. L'histoire dit que quand il est arrivé sur la première montagne, il a vu que tout était vert et tout était doux. Pourtant, à un endroit, l'herbe ne poussait pas. L'histoire dit que quand il est arrivé chez la vieille femme, il s'est assis, rien que de savoir ce que pouvait être l'enfer, ça lui a fait découvrir tout ça. Le lendemain matin, il a dit, qu'est-ce que le paradis me ferait découvrir encore? Il est retourné chez le vieux sage et cette fois, il a attendu tranquillement à la porte que le vieux sage lui fasse signe d'entrer. Quand il est entré, il a encore attendu que le vieux sage lui donne la parole. Et là, il a dit, bonjour le vieux sage. Et il a dit, je suis encore là pour vous écouter. Le vieux sage a souri. Et il a dit, je vois qu'il y a du progrès. Et pour ce progrès-là, je vais te dire ce que c'est que le paradis. Le paradis, tu vois mon fils, c'est comme une grande maison, à l'intérieur de laquelle il y a une grande table. Sur cette table, il y a les mets du monde entier. Et tout autour de la table, il y a des chaises sur lesquelles sont assis les gens. À un moment, le maître de maison apparaît et il tape dans les mains comme pour inviter les gens à manger. Seulement, dès que les gens touchent la nourriture, leurs bras se mettent à s'allonger d'une manière tellement démesurée qu'ils ne peuvent pas mettre la nourriture dans leur bouche. Et là, le vieux sage a vu les yeux du petit qui s'ouvraient grand, il ne comprenait plus rien. Et il a dit au vieux sage, donc le paradis et l'enfer, c'est pareil. Le vieux sage a souri. Et il a dit, sauf qu'au paradis, quand les gens se rendent compte qu'ils ne peuvent pas mettre la nourriture dans leur bouche, ils la mettent dans la bouche de leurs voisins d'en face et ils arrivent ainsi à se nourrir mutuellement. Il dit quelquefois dans la vie, on pense que notre bonheur ne se trouve qu'autour de nous. On pense que notre bonheur ne nous concerne que nous. Alors que quelquefois, notre bonheur peut se lire sur le sourire de la personne qu'il y a en face. L'histoire dit que le jeune homme, il est rentré chez la vieille femme. L'histoire dit qu'il est resté quelque temps chez la vieille femme à méditer sur toutes ces paroles-là. L'histoire dit qu'un jour, il a bien fallu qu'il rentre. Il est rentré et l'histoire dit qu'il s'est marié. L'histoire dit qu'il a été un époux aimant et un père attentionné. Et l'histoire dit que s'il n'est pas mort, il est toujours le vieux sage de son village. Et voilà. Ce sont ces histoires de mon village que j'ai commencé à raconter et à voyager un peu dans plusieurs villes de la France. Et de plusieurs villes de la France, je me suis retrouvé en Belgique. De la Belgique, je suis allé en Italie. De l'Italie, je suis allé en Espagne. De l'Espagne, je suis allé au Canada, au Brésil, pour toujours raconter ces histoires traditionnelles de chez moi. Et un jour, c'est lors d'un de ces voyages-là que je me suis retrouvé à Lyon, à la gare Lyon-Pardieu. Et comme j'avais 2 heures d'attente, j'ai décidé d'aller acheter du sandwich. J'ai acheté mon sandwich et juste au moment où je me retourne, je vois en face de moi 6 policiers qui arrivaient. Au Burkina, 6 policiers que tu croises comme ça devant toi,
il faut les laisser le chemin. J'ai fait un pas à droite. Comme dans un mouvement de chorégraphie organisée, les policiers ont fait un pas à gauche. Alors moi j'ai fait un pas à gauche, les policiers ont fait un pas à droite. J'ai compris que c'est à moi qu'ils avaient affaire. J'ai commencé à m'approcher vers eux. Avant que je ne me rende compte, les policiers m'avaient encerclé. Et là, je suis resté au milieu des policiers, je tremblais. Je ne comprenais pas ce qui se passait, parce que vu le visage qu'ils avaient, ce n'était pas simplement le contrôle. Et là, je me disais, qu'est-ce que tu as fait encore, François? À quel mauvais type tu ressembles? Et là, c'est devenu comme ça dans ma tête, comme les films western, au moment des duels. Jusqu'à ce qu'un policier me demande, monsieur, vos papiers. J'ai sorti mon passeport, j'ai donné au policier. Il a pris le passeport, il a ouvert, il a communiqué un numéro à un autre policier. Ce qui m'a fait très très peur, les policiers en France ont deux types de talkie-walkie. Il y a un tout petit qui est accroché à leur chemise et il y a un gros qu'ils portent sur leur ceinture. Dans ma tête de petit Burkinabé qui était en France pour la première fois, je me disais que quand c'est des affaires mineures, des petites affaires, il parle avec le petit talkie-walkie qui est accroché à l'épaule. Mais quand c'est une grosse affaire, c'est le gros talkie-walkie. Et c'est le gros que le gars avait enlevé. Et il s'était décalé et il avait appelé certainement leur centrale, il communiquait. Et pendant qu'il communiquait, celui qui avait mon passeport a continué à fouiller. Il a regardé dedans et il a vu qu'il y avait des visas, plusieurs visas et de plusieurs pays. Il a dit, monsieur, qu'est-ce que vous faites pour voyager autant? Je l'ai regardé avec un sourire. Je suis artiste. Et le policier a éclaté de rire. Et il a dit à ses collègues, vous entendez, monsieur est artiste. Et là, ça m'a blessé énormément. J'ai compris que ce n'était pas une histoire simplement de contrôle. Ça m'a énervé. Alors j'ai dit, si lui ne me respecte pas, moi aussi je n'ai pas à le respecter. L'autre est arrivé, il a dû lui dire que j'étais en règle. Alors il m'a donné mon passeport. Et chez moi, quand je ne respecte pas quelqu'un, je ne vais pas regarder la personne. J'ai attrapé mon passeport et lui aussi l'a tenu pour m'obliger à le regarder. Et c'est alors qu'il m'a dit, vous savez monsieur, je ne fais que mon travail. Et là, j'ai pris mon courage à deux mains et je l'ai regardé droit dans les yeux. Et je lui ai dit, ce n'est pas ce qui me gêne que vous fassiez votre travail. Parce que chez moi aussi au Burkina Faso, Burkinabé que je suis, les policiers burkinabés me contrôlent. Ça c'est normal. C'est de voir la déception dans vos yeux que je sois en règle. C'est ça que je ne trouve pas normal. J'ai ramassé mes affaires. Je suis allé. Je me suis assis dans le train. Et pendant que le train partait, plein d'images ont commencé à défiler dans ma tête. Je dis, qu'est-ce qui m'a amené ici? C'est alors que j'ai